Bonjour les amis, 36e édition de la revue de la semaine. Alors vous avez vu, j'ai mis mon uniforme, je suis à l'Assemblée nationale. J'ai pas une mine fameuse parce qu'on a un peu dormi cette nuit, il y a encore eu des incidents de séance à répétition et à la fin tout ça est parti en capilotade, mais c'était quand même 1h du matin et on a repris à 9h30, mais bon, ça fait partie du job. Les enjeux étaient importants. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon. Je vais quand même beaucoup plutôt vous parler de la situation ici à l'Assemblée, dans le cœur du pouvoir politique de ce pays. Mais quand même, avant, on va poser un ou deux petits points. D'accord? Allez, générique. Bon, pendant qu'il se passait tout ça ici, en France, l'affaire du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, les initiatives en rafale du président de la République qui court partout dans les affaires internationales, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, qu'avait lieu le débat à l'Assemblée nationale. Quand même, un coup d'état social a eu lieu, et il croit que c'est fini, mais pas fini. Parce que les mobilisations, elles ont eu lieu au début du mois de juillet, à notre appel, à l'appel aussi d'organisations syndicales qui ont fait un travail d'information, qu'on va se retrouver à la rentrée. Hein. C'est pas fini, hein. Monsieur Macron, c'est pas fini. Non, non, non. Et est arrivée l'affaire de la loi moralisation, machin chose, confiance dans la vie publique, on ne sait plus comment ça s'appelle. On va en parler. Pendant que tout ça se passe, il y a le monde quand même. Et dans le monde, il n'arrête pas de vous dire que ça sent pas bon, la tournure que ça prend, et notamment en Europe. Alors là, les États-Unis d'Amérique viennent de décider d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Bon. La Corée du Nord, ils n'ont pas volé, quoi. Si, on ne peut pas être d'accord avec le fait qu'ils tirent des missiles intercontinentaux et qu'ils le fassent comme ils le font en plus, en menaçant ouvertement les pays de la région et les États-Unis d'Amérique. Donc là, on est dans une situation de légitime défense de la part des États-Unis. Vous voyez qu'on ne leur fait pas tout le temps des procès. L'Iran, moi, j'ai jamais été un partisan de ce régime, si peu que ce soit, et je souhaite qu'il s'effondre. Dès le début, hein, vous savez, il y en avait qui faisaient les malins, là, ils soutenaient l'ayatollah Khomeini, blabli blabla, parce qu'on n'aimait pas le Shah d'Iran. Bah oui, très bien, on n'aimait pas le Shah, mais moi, j'aimais pas le Shah, mais il n'aimait pas non plus l'ayatollah. Alors, imaginez-vous l'effet que ça me fait quand je m'entends attribuer un de ces dirigeants iraniens. Donc, bon, ça se discute. Mais les sanctions contre la Russie, c'est stupide. C'est quelque chose qui est un facteur de guerre, de rien d'autre. Pourquoi? Je vous explique. Depuis qu'il y a la crise en Ukraine, ça a été l'escalade. C'est-à-dire, crise en Ukraine anti-russe, du coup, des décisions invraisemblables, genre le russe n'est plus la langue officielle en Crimée, où tout le monde parle russe, qui est quand même un peu ennuyeux quand c'est la langue de tout le monde, de dire ah ben non, c'est pas la langue qu'on doit parler. Et puis du coup, enfin bref, l'escalade, ce qu'on connaît. Et là, la nouvelle. Alors il y a déjà eu des sanctions votées. Les sanctions, c'est surtout aux Européens que ça cuit, hein, personne d'autre. Parce que la Russie s'est réorganisée pour changer ses débouchés, ses exportations et ses importations. Donc les fruits et légumes qui n'arrivent pas de France et d'Europe, de l'Ouest, bon, ils arrivent d'ailleurs. Hein. Les Russes n'ont pas eu de difficulté à en trouver. Mais là, à partir du moment où c'est une décision du Sénat des États-Unis, à propos d'approvisionnement énergétique, alors là, on va directement au blocage. Pourquoi? Parce que quand les États-Unis décident quelque chose, un embargo, si quelqu'un d'autre ne respecte pas l'embargo, les États-Unis les tapent en interdisant l'activité sur le sol des États-Unis, en infligeant des amendes, etc., etc. Là, il s'agit d'approvisionnement énergétique. Du gaz, hein, pour l'essentiel. Ben, l'Europe dépend beaucoup du gaz russe. Donc, décider qu'on tape sur les approvisionnements énergétiques, c'est mettre l'Europe dans une impasse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle même M. Juncker est sorti de sa naphtaline pour dire « Ah non, c'est pas possible », parce que c'est une catastrophe qui s'avance pour l'Europe, en tout cas une situation d'une difficulté totale, et l'obligation de se confronter avec les Russes, ce dont nous ne voulons pas. Moi, je vous tiens au courant de tout ça,
Parce que je trouve qu'il y a une très grande désinvolture dans les commentaires sur la question des rapports à la Russie, comme si c'était une contradiction parmi d'autres, hein, un problème parmi d'autres. Non, c'est une logique de guerre qui est à l'œuvre, et une logique qui met en mouvement des gens qui ne sont pas stables, qui ne sont pas rationnels. Le président des États-Unis, c'est pas un personnage stable et rationnel, tout le monde le sait. Il fait des déclarations incohérentes, il change de ligne d'un jour sur l'autre. Ensuite, quand vous arrivez en Europe, regardez, où sont les batteries missiles antimissiles des Nord-Américains? En Pologne. C'est-à-dire chez des gens qui eux-mêmes sont aujourd'hui sous l'autorité d'un gouvernement qui en fait tellement contre ce qu'on considère comme les normes de l'état de droit en Europe que la Commission européenne menace de retirer ses droits de vote à la Pologne au Conseil de gouvernement de l'Union européenne. Les gens, vous suivez tout ça? Non, vous ne suivez pas parce que vous êtes ou à la plage ou chez vous. Hein, mais ça, c'est grave. Et moi, c'est mon devoir de vous le dire. Et de vous dire, attention, intéressez-vous aux affaires du monde, parce que c'est des affaires qui vous concernent. Et surtout, allez pas croire que c'est une affaire de Disneyland, hein, avec des très gentils et puis des très méchants. Non, non, c'est compliqué. Il faut beaucoup réfléchir. Et il y a des enchaînements. Alors, je parle de tout ça parce que on approche de la date du 31 juillet, vous savez que c'est la date anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès, qui lui voulait empêcher la guerre de 14. C'est pareil, la guerre de 14, hein, c'est un enchaînement. Hein, il y a eu un incident à un endroit qui a entraîné une affaire à un autre, tac, 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 et après tout le monde était en guerre. Voilà. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais quand on a la connaissance de l'histoire, bon, on se méfie. On doit être vigilant, on doit être attentif. Hein, on ne doit pas se laisser emporter comme ça par du blabla, des paroles, des mouvements d'épaule. C'est pas sérieux. Alors nous autres, la France Insoumise, on va aller devant l'endroit où Jean Jaurès a été assassiné, le 31 juillet. On va faire un petit moment comme ça pour, à la mémoire de Jean Jaurès et de ses enseignements. Alors vous autres, si vous voulez faire pareil, hein, il y a toujours des rues Jean Jaurès ou une plage Jean Jaurès, il y en a un peu partout dans le pays. Eh bien faites-le. Comme ça, vous obligez les gens qui passent par là ou qui entendent parler de vous à réfléchir sur ce que c'est que les conditions dans lesquelles une guerre démarre et pourquoi il faut résister, C'est le dernier éditorial de Jean Jaurès avant qu'il soit assassiné. C'est un appel à la réflexion, au retour à la raison. D'accord? Pour nous, c'est la seule arme qu'on a. Hein. C'est convaincre les gens de réfléchir plutôt que de s'abandonner à des passions. Bon, sinon, ce jour-là, le 31 juillet, il est recommandé de manger de la tarte à la fraise. Vous vous demandez pourquoi? Ben parce que Jean Jaurès mangeait une tarte à la fraise, le malheureux, quand il a été assassiné. Donc après, ça s'est transformé en une espèce de rite pour ceux qui voulaient garder sa mémoire. Bon, maintenant, je vous parle d'une affaire intérieure française, si on peut dire. C'est l'affaire du chantier STX. Le chantier STX, c'est le chantier naval de Saint-Nazaire. Le chantier naval de Saint-Nazaire, c'est d'abord un outil. Hein, c'est-à-dire qu'un chantier naval, il faut des endroits où on monte les bateaux. Et il y a une des plus grandes formes, ce qu'on appelle une forme, c'est un emplacement dans lequel on construit un bateau. Il fait 90 mètres. Hein, ce qui permet de monter des morceaux de bateaux, et notamment des navires qui concernent la défense nationale. Donc c'est pas rien pour nous, on va avoir tout le temps un œil dessus pour qu'on en garde le contrôle. Alors STX, vous le savez, a connu toutes sortes d'avatars dans son histoire. Il a été racheté par des Coréens. Le Coréen a fait faillite, donc situation de liquidation judiciaire. Et le tribunal dit qui est-ce qui en veut? Alors il y a des gens qui viennent avec des propositions. Déjà, première remarque, il n'y a pas de Français. Comment c'est possible une chose pareille? Il n'y a pas des industries françaises, il n'y a pas des armateurs français, il n'y a pas un groupement d'armateurs français dans ce pays. Non, ça n'existe pas. Bien sûr que si, que ça existe. Alors pourquoi ils font rien? Ils regardent passer les trains comme ça. Hein, tout ce qu'ils savent faire, c'est quoi? C'est faire MEDEF, c'est-à-dire venir pleurer pour avoir des subventions et des protections, et puis le reste du temps, ils font rien pour le pays. Vous trouvez ça normal, vous? Alors je lis là, après la décision du gouvernement, une bonne décision, décider de nationaliser. Alors on dit, ah comment, Mélenchon trouve fait une bonne décision? Ben oui, ça fait 3 ans que je dis qu'il faut nationaliser ce chantier, pour pouvoir remettre à plat dans quelle direction on va et qui va mener cette affaire, le chantier naval. Il n'y a aucun risque. Les carnets de commandes sont pleins pour 10 ans. C'est pas rien. Parce qu'à la première crise du chantier naval, on nous disait, ah mais c'est plus possible. Ça sert à rien de fabriquer des bateaux en France. Hein, les types qui savent tout, hein, les très intelligents. Ça sert à rien, parce que c'est du gros œuvre, c'est de la tôle, alors après tout, on peut très bien faire ça ailleurs, et puis on verra bien, mais non.
servent pas à ce qu'un bateau, et notamment des bateaux type croisière. Moi, j'aime pas ces bateaux, je préfère vous le dire, parce que ça pue, ça pollue, et puis ça ne rend pas malin. Vous verriez à Marseille, quand ils arrivent, c'est pire que sur le boulevard Magenta à Paris, hein, tellement il y a de particules fines, le diesel, tout ça. Enfin bon, on fabrique des bateaux à cet endroit-là. Fabriquer un bateau, c'est pas juste faire une coque, la coque c'est le plus facile, c'est tout le reste qui est important. Le second œuvre, un bateau, c'est comme un énorme immeuble, hein, c'est le cas d'ailleurs, parce que quand vous les voyez arriver, on n'a plus que ça. Donc il y a le câblage, il y a la décoration, il y a la menuiserie, il y a du second œuvre du bâtiment, c'est des dizaines de métiers qui fonctionnent pour faire un gros bateau. Donc c'est du savoir-faire. Vous comprenez les gens? Il ne suffit pas de claquer dans les doigts et puis il y a une tête d'œuvre qui a trouvé, on dit on va faire des bateaux et ça y est, les bateaux sautent, non, il faut trouver les gens. Bon. Donc c'est important quand on sait le faire de garder la technique. Et surtout au début, on nous dit ah non, c'est pas possible, les Coréens c'est moins cher. Ah tiens, mais c'est toujours moins cher les Coréens. Et c'est pourtant chez nous que se font ces bateaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont livrés dans des délais plus brefs et avec une fiabilité plus grande. Et de quoi résultent ces deux paramètres? De la mécanisation du travail, de la standardisation des actes de production, des gens qui savent faire le boulot. Oui, il faut les trouver, hein, on les a. Donc ça, c'est ça qui a été l'avantage décisif. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que le coût qui a un avantage. Il y a d'autres paramètres dans la production. Et la plupart du temps, quand vous entendez quelqu'un vous parler d'économie, 9 fois sur 10, vous tombez sur un financier. Alors lui, tout ce qu'il sait, c'est combien ça rapporte et combien ça coûte. Mais ça, c'est pas la production. La production, ça ne peut pas se résumer à ça. Bon, donc, le gouvernement décide de nationaliser. Comme ça fait 3 ans qu'on dit qu'il faut le faire, je ne vais quand même pas aller expliquer que parce que c'est le gouvernement de M. Macron, ce n'est pas une bonne idée. L'idée est bonne. Et vous allez voir pourquoi elle est même très bonne. Parce qu'on leur fait mettre le doigt dans un engrenage dont ils ne vont pas ressortir si facilement. Voilà des gens qui se font élire en vous expliquant que l'alpha et l'oméga de tout, c'est le libéralisme, le marché, blablabla. Un grand chantier est en liquidation judiciaire, écoutez bien le mot, liquidation judiciaire. Que font les patrons français? Rien. Alors bonjour la dynamique du capitalisme qui alloue blablabla la ressource correctement. Il y a un chantier naval avec un carnet de commandes plein pour 10 ans et il n'y a pas un capitaliste français qui met un rond là-dedans. Voilà ce que c'est le capitalisme français. Voilà ce que c'est le MEDEF. Des machines à pleurer pour avoir des subventions, des avantages fiscaux, tondre tout le monde, ne pas payer les cotisations sociales, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais quand on leur parle de production, alors là, c'est fini, il n'y a plus personne. Bon. Donc, première leçon, démonstration, grandeur nature, Gattaz et compagnie, zéro. Bon à rien, incapable. Primo. Segundo, ceux qui nous faisaient l'apologie du libéralisme, devant une crise pareille, une liquidation judiciaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils nationalisent. Ah ben très bien. Alors si c'est vrai pour STX, ça peut être vrai pour d'autres. Vous comprenez? Voilà la nationalisation temporaire qui revient dans le tableau. Ah, j'ai dit temporaire. Mais c'est bien temporaire. Moi, j'ai jamais dit qu'il faut tout nationaliser tout le temps. Il y a des copains qui disent ça. Je le comprends d'ailleurs. Ils disent c'est la propriété collective des moyens de production, donc on en prend un bout, puis un autre. Mais on peut faire temporaire. Moi, je ne sais pas s'il faut faire temporaire ou pas. Je pense que si les armateurs français jouaient leur rôle, peut-être que ça serait bien. Qu'ils reprennent et que l'État puisse reprendre ses sous et intervenir peut-être pour nationaliser ailleurs. Alors comme je lis la presse pour voir comment ça réagit, il y a évidemment les gros malins qui ont dit « Ah, ça va coûter cher !» Alors il y a un type qui a répondu « Ah non, non, ça coûte pas cher du tout. D'ailleurs, on a beaucoup de sous en réserve dans le portefeuille de l'État. » Et le gars, il dit, 80 millions, il dit, c'est même pas l'épaisseur du trait du crayon. C'est pas l'épaisseur du trait du crayon. Ça veut dire que c'est une somme de rien du tout. Pas pour vous, mais pour l'État, c'est rien. Donc c'est rien. C'est rien et il n'y a pas un capitaliste qui met un rond là-dedans. Pourquoi? C'est quand même une question, non? Alors, tous ceux qui, après ça, vont venir nous faire la leçon à nous sur la dynamique du marché, l'initiative des capitalistes et tout ça, et ben voilà, vous avez STX sur les bras. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à une situation où, en dépit de tout votre baratin, il vous faut à la fin nationaliser pour arriver à régler un problème qui concerne tout le pays, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on fait des bateaux de croisière là-dedans, mais on peut faire d'autres bateaux que des bateaux de croisière, avec les formes qu'on a là. Il y en a une autre au Havre qui est en train d'être mise en place. Bon, bref, et à Marseille, évidemment. À Marseille, on a une installation parfaite pour réparer. Les mêmes qui disaient que ça servait à rien. D'accord? Les mêmes grands esprits. Ils allaient faire
une industrie, on allait s'en passer, la France allait être un pays de service, etc. En attendant, tout le monde est content qu'à Marseille, on est en train de remettre en état la grande forme et on va pouvoir faire de la réparation navale. Ben oui, il n'y avait pas besoin d'être un aigle pour comprendre que quand sur toute une façade maritime aussi ample que la façade méditerranéenne, vous n'avez pas un seul endroit où vous pouvez réparer un bateau de grande taille, ben ça pose un problème quand on est dans la mer Méditerranée où passe 60% du commerce mondial. Hein, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre ça. De la même manière qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'il nous faut des chantiers, et notamment de construction, mais de réparation, sur la façade atlantique et dans l'entrée dans la Manche. Vous savez ce que c'est que cet endroit-là? C'est un endroit où vous avez un train ininterrompu de bateaux qui passe dans la Manche. C'est comme un train, avec une locomotive et les autres derrière. Hein. Donc c'est extrêmement dangereux de n'avoir aucune installation qui permet de faire face à tout ça. Bon, en tout cas, je vous aurais aussi expliqué cette histoire-là. Donc les gens, frottez-vous les mains. Ils se croyaient très malins et ils sont conduits à faire le contraire de ce qu'ils racontaient. Et pour sortir de situations embrouillées, les méthodes qu'il faut appliquer, c'est celles que nous, on leur a recommandées. D'accord? Rappelez-vous-en. Parce qu'il vaudrait mieux que vous ayez affaire à l'original qu'à toutes ces copies qui sont des bons à rien, qui font la moitié du temps une chose bien et une autre chose moche. J'en viens aux choses moches. Donc aujourd'hui, enfin hier, enfin toute cette semaine, c'est la loi pour restaurer la confiance dans l'action politique. Alors il y a deux thèses sur la table. La thèse numéro 1, c'est tout ça, c'est de la faute des parlementaires qui embauchent leurs femmes ou leurs conjoints, qui s'achètent des costumes et qui sont entourés d'argent. Voilà. Et la thèse numéro 2, nous on dit, si vous voulez faire la chasse aux corrompus, faites la chasse aux corrupteurs. Donc à ceux qui donnent l'argent. Et donc, si vous voulez restaurer la confiance dans la vie publique, ben, on ne va pas faire que taper les parlementaires. On va aussi s'occuper de ce que font les ministres du gouvernement, leurs assistants, leurs cabinets, d'accord? Et puis, pendant qu'on y est, voyons ce qu'est la vie publique au sens large. Qui participe à la vie publique? Pourquoi le vote blanc n'est pas pris en compte? Pourquoi on ne mettrait pas le vote à 16 ans? C'est-à-dire, la bonne solution au problème, c'est le peuple, avec le référendum révocatoire, toutes ces choses, vous voyez? C'est ça la cohérence. Bon, il y a donc deux thèses. Comme nous sommes la minorité, sur chacun des points qui a été soulevé, on avait notre attitude. Par exemple, interdire les emplois familiaux, nous on est d'accord. Bon, sauf qu'ils ont interdit les emplois familiaux, mais pas pour les ministres et pas tous les membres de la famille. Hein? Ensuite, on a dit, vous proposez de supprimer la haute cour de justice pour les ministres, pour qu'ils tombent dans le droit commun, on est d'accord. Bah, justement, ça tombe mal, la mesure, elle n'y est pas. Ensuite, et je pourrais en prendre comme ça toute une série, où ils avaient dit qu'ils allaient faire des choses, qu'ils ne les font pas, ou ils font moins, ou ils font autre chose. Bon. Donc, rappelez-vous bien de ça. Ils font cette loi pour que vous autres, là, vous ayez maintenant plus confiance. Alors, mettons que vous n'écoutez pas ce que raconte la France insoumise, parce qu'on va vous dire c'est des exagérés, tout ça, on connaît. Hein. On écoute les gens intelligents, responsables, et qui font tout très bien, c'est-à-dire ceux qui ont la majorité. Et qu'est-ce que vous voyez devant vous? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, 28 juillet, grâce au débat qu'il y a eu à l'Assemblée, j'ai plus confiance dans l'action politique? Non, c'est le contraire. Dites pas d'histoire, c'est le contraire. Vous pensez que c'est encore pire que ce que vous imaginiez. Puis il y a des gens, sincèrement, ils se sont dit, ah ben moi, je vote La République En Marche parce que comme ça, tchouf, on va donner un bon coup de balai. Tu parles de coup de balai, il n'y a rien de coup de balai, de rien. Donc on s'est réunis ici, on a parlé pendant des heures, des jours, pour décider quoi? Que les parlementaires ne pourraient plus embaucher leurs conjoints ou conjointes comme assistants parlementaires, et puis une ou deux babioles de cette nature. Mais vous voyez la mascarade. Alors, déjà, rien que ça, il y a de quoi avoir les abeilles. Mais là où ça devient encore plus insupportable, c'est quand vous les voyez faire. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi c'est le bazar? Il y en a qui disent c'est l'amateurisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les méthodes qui sont appliquées le sont de propos délibérés. Je veux dire par là que c'est pas par amateurisme qu'un président de séance décide que le vote est négatif alors qu'il est positif. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Donc hier soir, il y a eu un incident, c'était la 4e fois qu'il nous faisait le coup. Et nous, on défendait que le vote avait été positif en faveur d'un amendement. C'était même pas un amendement à nous.
On pourrait dire, vous prêchez que pour votre... C'est un amendement du MoDem. Mais on demande qu'on respecte les règles. Enfin, on va pas rester là-dedans des heures, et puis après, vous avez un type au perchoir qui considère que vous êtes juste un emmerdement provisoire, et que bon, d'ailleurs, il ne lève même pas la tête pour savoir si c'est bon ou pas. Et quand tout le monde dit, écoutez, non, ça va pas, il se braque, il se ferme, il veut passer en force. C'est ce qui s'est passé hier soir. Nous passons à l'examen de l'amendement suivant l'amendement numéro 311. Mes chers collègues, je suis à une place qui nous permet de voir les votes sur l'ensemble de ces bancs et sur l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Je vous garantis que l'amendement et que le vote ne souffrent d'aucune contestation. Donc, moi j'ai bien vu le piège pour nous. Soit je cède comme président de groupe, je laisse aller. Ça veut dire que le gars il fait ce qu'il veut, c'est même plus la peine de se réunir si on ne respecte pas le règlement sur les débats. Je ne parle pas de la cravate et de tous ces machins, hein, sur les débats. Ou bien alors, je fais de la riposte. Et la riposte, ça veut dire que j'organise systématiquement des scrutins publics sur tous les amendements. C'est comme vous voulez, Président. Madame la Ministre, je me permets d'ajouter ma voix à celle de mes collègues présidents. Nous souhaitons tous ne pas nous complaire dans une impasse qui met tout le monde mal à l'aise. Nous ne souhaitons pas déjuger la présidence de séance, car nous mesurons la difficulté de la tâche. Sans doute la fatigue est-elle mauvaise conseillère ou ne permet-elle pas de faire les comptes aussi vite qu'on pourrait le faire. Donc, de grâce, qu'on revote, et pour ma part, je m'engage évidemment à retirer les autres demandes de scrutin public que je viens de déposer pour faire respecter nos droits. Voilà. De cette manière, nous sortirions tous par le haut sans que personne ne soit déjugé dans cette salle. Madame, c'est votre pouvoir. Dans d'autres circonstances, un ministre peut demander qu'on reporte un vote, qu'on déplace un vote. Là, vous avez cette possibilité, elle vous est demandée. Ce n'est pas si souvent qu'on demande à l'exécutif de nous dépatouiller. Si vous ne voulez pas, eh bien, nous continuerons, que voulez-vous? Donc on fait un travail d'obstruction. Mais nous, on n'a pas choisi de faire de l'obstruction. Ce n'est pas ça notre ligne politique dans cette Assemblée, à cette étape. Donc ce n'est pas eux qui vont m'imposer de me mettre dans une situation où je dois ou céder, ou passer sur une ligne de combat qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle qu'on a décidée. Donc on est parti. Écoutez, franchement, c'est saoulant, quoi. Oui, c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne le voulez pas. Que faut-il faire? Moi, je n'essaye pas de faire céder. J'essaye simplement de faire respecter un minimum de droits des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous dites que c'est trop cher? On vous dérange? Eh bien, débrouillez-vous entre vous. Nous, on s'en va. Voilà. Vous voterez la loi tranquillement, entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous. Comme ça aura la loi qui aura toute la légitimité, vous aurez modernisé la vie politique, vous êtes entre vous. Allez, bonsoir. On peut dire, ah ben voilà, c'est à cause de la France insoumise, c'est la pagaille, ils sont et tout ça. On est parti. Est-ce que ça s'est arrangé après notre départ? Pas du tout. Ils ont recommencé à s'engueuler. Et au moment où ils décident de voter, ils s'aperçoivent que le président de l'Assemblée nationale n'est pas joignable, que le président du groupe majoritaire n'est pas là et on ne sait pas où il est, et que le ministre des Relations avec le Parlement, pareil, il est aux abonnés absents. Encore une fois, le ministre en charge des relations avec le Parlement n'est pas là. Le président du groupe En Marche n'est pas là. Le président de Rugy n'est pas joignable. Les membres de son cabinet ne sont pas joignables. Mais il y a quand même des limites à tout cela. Donc, tous les chefs de cette organisation ne sont pas là. Les mêmes qui prétendaient que dans la nuit même, on allait tout régler et voter le texte. Alors, eux, ils disent, on va voter cette nuit, mais il n'y en a pas un qui est là. Vous voyez bien, c'est un truc pour passer en force et mater les autres groupes. Ben, c'est raté. Ça, c'est terminé dans une pantalonnade terrible, parce qu'après que nous, on soit partis, comme ils ont recommencé à s'enguirlander entre eux, le groupe Les Républicains est parti, et le groupe communiste, etc. J'appelle l'amendement 84, qui est présidé par le député Reiss. La séance se poursuit. Tout ça, c'est terminé en carabistouille. Mais ça fait réfléchir. Tous les objectifs qui s'étaient donnés, aucun ne sera atteint. On devait avoir
Premièrement, une nouvelle logique économique, sociale. On abroge le contrat de travail et le capitalisme va montrer ce qu'il est capable de faire. Et même pas 8 jours après, poum, STX, nationalisation. Le contraire. Il y a eu le choc avec vous allez obéir dans les armées, alors que le gars, il s'exprime devant une commission parlementaire, on lui dit même devant une commission parlementaire, tu te tais. Bon, ça c'est pas républicain, ça. Et puis il dit, comme j'ai fait un truc d'autorité, maintenant, tout le monde va la fermer. Non, cette fois-ci, il a réussi à mettre le feu aux armées, et il y a des officiers, ce qui ne se faisait pas avant, hein, qui se mettent à faire des tribunes libres pour expliquer, nous on n'est pas d'accord avec ça, on est humiliés, c'est pas normal de nous traiter comme ça, et tout et tout. Et c'est collé l'armée à dos. Bonjour l'autorité qui ne se constate pas et qui ne sait pas s'exercer. Ça tourne à l'autoritarisme. C'est aussi vieux que le monde, ce que je vous dis là. C'est pas une invention que je viens de faire à l'instant et à propos de M. Macron. Et puis, le pire, dans une démocratie, c'est quand c'est la pagaille à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Parce que là, ça veut dire que la machine est en train de se bloquer. Pourquoi elle se bloque ? Pourquoi ils font de l'autoritarisme? Vous croyez que c'est à cause de nous? C'est à cause d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce ils ont 311 personnes dans leur majorité. C'est beaucoup de monde, vous voyez? Dans une salle où il y a 7 groupes parlementaires. 311 personnes, 7 groupes. Par conséquent, pour que ça marche, la Ve République, le groupe majoritaire est un groupe Godillot. C'est la logique des institutions. Sauf que là, c'est pas un groupe qui joue la majorité à 4 ou 5 voix. Ils sont 311. Plus leurs alliés constructifs, plus le modem, blablabla, ça fait une masse énorme de gens. Et les gens qui sont là, pas des robots. Alors, il y en a qui sont plutôt, qui étaient vaguement à gauche, hein, d'autres qui étaient vraiment à droite. Ils sont tous ensemble. Bah, alors, le temps passe. Ils vont pas rester des heures comme ça, hein, au bastingage, et puis à lever la main en cadence. Oui, le gouvernement a raison. À un moment donné, ils ne savent même plus ce qu'ils font. Il y a un amendement qui est présenté, ils ont voté pour. En commission, nous, on explique qu'on défend l'amendement. Ils sont tellement ballots, ils croient que c'est le nôtre, ils votent contre. C'est le leur. Nous sommes favorables à cet article qui vise à étendre la vérification fiscale sur les membres du gouvernement à toutes les impositions, avant seulement l'impôt sur le revenu et l'ISF. Là, pour le coup, ça va dans le bon sens. Merci. Merci. Je mets donc aux voix cet article 7 ter. Qui vote pour? Qui vote contre? Alors, l'article est rejeté. Ils ont voté contre. Bah oui. Vous voyez où on en est? Pourtant, c'est des gens intelligents. Donc ils ont honte eux-mêmes. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on nous fait faire? On est ridicule. Puis c'est des CSP+, hein, donc dans la vie, ils donnent des ordres d'habitude, ils ne reçoivent pas. Hein. Donc, évidemment, ils se mettent à réfléchir. Évidemment, ils se mettent à voter en fonction de ce qu'ils croient juste eux, pas de la consigne qu'ils ont reçue, ce qu'ils croient juste eux. Et voilà. Alors, à un cheveu, le fameux verrou de Bercy, vous savez, le fait que seul Bercy a le droit d'engager des poursuites contre un fraudeur du fisc. C'est une chose incroyable, hein. À un cheveu près, on y arrivait. Comment? Bah, avec des votes des députés La République En Marche. Donc ils étaient très vexés que ce ne soit pas passé lever le verrou de Bercy. Bah, 2-3 heures après, bam, on fait passer un amendement avec 20 voix, 30 voix de plus. Bon, tout ça, c'est des histoires de la vie de l'Assemblée, mais ça a une importance de comprendre ce qui se passe, les dynamiques. C'est-à-dire que vous avez un processus dans lequel, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est pour chaque élu de La République En Marche de savoir s'il a signé pour faire robot ou pour faire député libre. C'est ça leur problème. Et évidemment, des gens intelligents, cultivés, quel que soit leur bord politique, ils n'ont pas envie d'être des robots. Ben, eux non plus, ils n'ont pas envie d'être des robots. D'autant qu'ils ne sont pas vraiment très accrochés à leur programme, ils ne s'en rappellent pas très bien d'ailleurs. Hier, il y a eu une scène absolument drôle. Dans le programme de M. Macron, il était marqué « On va fiscaliser l'indemnité représentative de frais de mandat ». Je sais que vous êtes perdus, mais c'est la somme qu'on donne à un député pour s'occuper de son secrétariat. Alors il y a eu des histoires, parce qu'au lieu de s'occuper de son secrétariat, ils avaient des dépenses politiques courantes, il y en a qui se le versaient comme salaire. Ben, si vous le fiscalisez, ballot, ça revient à dire que vous en faites un élément du salaire. Ça, c'est dans le programme de Macron. Quelqu'un a dû se rendre compte en cours de route que ça ne tenait pas debout. Donc,
dans la loi de moralisation de la vie publique, ils avaient retiré ça, ils avaient mis autre chose, hein, pour contrôler. Enfin bon, peu importe ce qu'ils ont mis autre chose. Pas ça, la fiscalisation. Et c'est un gars des Républicains qui dépose un amendement tiré du programme de M. Macron, et vous avez tous les macronistes qui sont contre. Franchement, même nous, on a du mal, quoi, hein, à arriver à comprendre ce qu'ils sont réellement en train de faire. Donc, ils ne sont pas accrochés à leur programme. Ce n'est pas leur programme qui les fédère. La preuve, je viens de vous donner un exemple où ils sont amenés à combattre leur propre programme proposé par quelqu'un d'autre. Moi, quand on me dit on nationalise STI, je dis bravo parce que c'était dans mon programme. Je ne m'occupe pas de savoir qui c'est qui le propose. Je préférerais que ça soit nous et qu'on soit au pouvoir, mais si c'est les autres, j'applaudis. De même, supprimer la Cour de justice de la République pour juger les ministres, c'est dans le programme de l'élection présidentielle. S'ils le font, on applaudit, on dit oui, on va le voter. Vous comprenez, les gens? Tandis qu'eux, ils sont conduits à voter contre leur propre programme. Et ça leur fait ni chaud ni froid. Il n'y en a pas un qui a ouvert la bouche pour dire, bah tiens, c'est quand même curieux cette histoire, comment ça se fait qu'on est en train de dire le contraire de ce qu'on a raconté. Donc, comme leur programme n'est pas vraiment le liant, tout repose sur l'ascendant, la personnalité, le sentiment triomphal de Jupiter. C'est pas pour rien que le gars, il fait ce numéro Jupiter. Ne croyez pas qu'il soit réellement devenu fou. Il peut avoir l'ivresse des sommets. Mais pourquoi il fait ça? Parce que c'est le seul dénominateur commun qu'ils ont. C'est pas comme nous on dit Mélenchon ceci, Mélenchon cela. Mais en attendant, on est tous reliés par le programme. Vous posez la question à qui vous voulez. À un insoumis n'importe lequel, il vous parle d'abord du programme. Et puis, de Mélenchon après, et puis d'autres, les autres qui sont autour. Les gens sont contents qu'on soit toute une équipe. D'accord? Eux, c'est pas leur sujet. Ils en ont un point final. Un point final. C'est pas De Rugy, président de l'Assemblée nationale, qui est vécu par ses propres députés comme leur modèle. C'est pas non plus le Richard Ferrand, leur président de groupe. Donc vous avez compris, le système, il est super fragile, parce qu'il est concentré sur une personne qui prétend traverser tous les ponts comme si c'était le pont d'Arcole. Il est appuyé sur une masse de gens extrêmement divers, et forcément que cet attelage-là, il va rompre. Il va rompre. Et je leur ai dit, pourquoi tout ceci a-t-il été mis au point? Pour rétablir la confiance dans la vie politique. Avez-vous le sentiment, au bout de 3 jours, que vous ayez fait avancer cette confiance d'un seul maître? Je crois le contraire. Et c'est pourquoi je veux vous remercier. Vous le savez, nous autres, nous sommes tenants d'une révolution citoyenne et d'un passage à la 6e République. Vous avez, mes chers collègues, avec beaucoup de talent, pendant 3 jours, et ça va continuer encore 2, creusé méthodiquement la tombe dans laquelle on va enfouir ce qu'il reste d'illusions sur le Parlement, détaillant qui ici a fait ceci, qui a fait tant mieux, moi je m'en réjouis. La confiance dans l'action politique va ressortir affaiblie de ce débat, à la fois par les... Mais je ne vous en fais pas le reproche, hein, moi j'en suis très content. À la fois par les choses qu'on a retirées et par tout ce qui aura été dit ici pendant des heures. Si bien que, écoutez-moi, j'en prends, permettez, c'est un instant de politique ou de philosophie politique. La prochaine crise politique qui arrive devant nous sera une crise de régime. Vous en avez tellement fait, c'est tellement bête ce que vous êtes en train de faire, que la prochaine crise politique, elle va arriver, hein. J'espère que vous n'avez pas de doute là-dessus, hein. Parce que nous tous là, la République en marche, la France insoumise et tout le reste, nous sommes les enfants d'une crise. C'est parce qu'il y a une crise politique profonde que nous avons balayé les autres. Donc quand on arrive où on règle la crise politique, où on est balayé à son tour, c'est ce qui va leur arriver, parce qu'ils ne règlent rien. La crise sociale, ils vont l'aggraver. La crise écologique, bientôt, on va voir le bilan. Et la crise politique sont en train de l'aggraver. Donc, la prochaine crise politique, forcément, ça sera une crise de régime. Parce que comme ils ont tout concentré sur un bonhomme qui lui-même s'est mis super en scène, clairement, si l'Assemblée nationale est bloquée, eh ben, tout est bloqué. Et il ne reste plus qu'un type tout seul. Et donc, quand il y a une crise politique, ça devient une crise de régime. Voilà pourquoi vous autres, ceux qui êtes avec nous, ben, il faut rester prêt à bondir. Alors d'abord vous reposez, parce que c'est les vacances, hein, mais à la rentrée et dans le cours de l'été, on travaille. Tous ceux qui peuvent, ceux qui sont en vacances, ceux qui peuvent s'y mettre, ils s'y mettent. Ils ne nous regardent pas faire, ils s'impliquent. Bon, là au mois d'août, on va avoir 2 caravanes qui font le tour et qui convergent sur Marseille à la fin de l'été. C'est des caravanes où on va dans les quartiers parler avec les gens, avec le peuple, à qui personne parle. Hein? Vous avez vu l'histoire qu'ils m'ont fait parce qu'on a sorti les haricots et tout le reste? Ben, n'empêche que c'est vrai. 5 €, c'est pas rien.
Il n'y a qu'eux qui croient que c'est rien, forcément. Quand vous avez une ministre qui se ramasse 1,3 million en spéculant sur des licenciements, clairement, pour elle, 5 euros, c'est même pas ce que c'est. Je ne sais même pas si elle doit savoir que ça existe, un billet de 5 euros. Donc nous, la France Insoumise, tous, la France Insoumise, c'est tout le monde. C'est pas juste moi ou les 17 députés qu'il y a là, hein, qu'on est. C'est tout le monde. Il faut faire ce travail, parler, maintenir le lien, expliquer ce qui se passe. Alors moi, je vous en raconte une partie ici, et puis bon, si vous achetez un journal, vous regardez le reste, et puis vous expliquez aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que notre tour va venir, mes amis. Et on doit se préparer d'une manière consciente, d'une manière argumentée. On doit apprendre dans les choses qu'on voit, les choses qu'il ne faut pas faire, et comment on s'y prendrait nous-mêmes. D'accord? Bon, allez, vous avez plage maintenant, là? Hein? Non, vous avez de la chance, hein, vous avez plage. Moi, j'ai la séance va reprendre, voilà mon programme. Bon, encore jusqu'au 3 août, à moins qu'ils leur prennent une nouvelle foucade, ils décident de continuer à nous faire travailler. On a tous annulé nos locations. Hein? Vous avez vu ces petits roquets là qui m'accrochent les mollets? Le journaliste dit « Ah, Mélenchon n'est pas content parce qu'il ne prend pas ses vacances. » Bah oui, c'est pas la peine de parler de rénovation de la vie politique si vous ne laissez pas les gens se reposer. Vous croyez que je suis quoi, moi? Comme tout le monde, hein? Et mes collègues. Et ceux qui ont les petits à la maison, il y en a. J'ai plusieurs députés, moi, c'est des jeunes. Alors, ils ont des enfants petits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux petits, les vacances, il n'y en a pas cette année à cause de M. Macron. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a fallu annuler les locations, puis tout le monde ne peut pas annuler les locations, en retrouver d'autres derrière. Si vous voulez changer la vie politique, il faut la rapprocher de la vie normale. C'est pas normal de rester le 28 juillet jusqu'à 2 h du matin à discuter sur des virgules et des points dans un machin dont tout le monde sait que ça ne sert à rien. Pourquoi nous avoir retenus? Ils nous ont même pas dit à quel moment ça finit, cette histoire, à quel moment on va finir, on ne le sait pas. Peut-être le 3. Hein. Alors comme ils ont organisé des pots, là, des pots d'adieu, là, le 2, le 3, on se dit bon, c'est bon, le 3 c'est fini, et moi, le 4, j'ai fait ma valise, et je m'en vais me reposer. J'aurai 15 jours, les amis, j'espère que vous avez un peu plus, enfin bon, je ne me plains pas, hein. 15 jours. Voilà, bon, allez, vous avez plage, c'est le moment d'y aller. À bientôt.